내려구는 바이제라 야 너희 따라베드 바이 Oui, je sais ce que vous allez dire, encore une analyse sur un film de super-héros. Mais n'allez pas croire que seuls ces films seront analysés. Le but de cette émission est de faire valoir les gros films populaires qui peuvent paraître comme dénués d'intelligence et de profondeur. L'un des genres qui est le plus victime de ce stéréotype, c'est bien les films de super-héros. Donc j'en analyserai souvent, surtout que c'est un de mes genres préférés et que je fais ce que je veux. Donc aujourd'hui on s'attaque à un film assez mal aimé et injustement, à savoir The Amazing Spider-Man 2. Je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi du comment ce film est mal aimé, mais je préfère largement cette suite au premier et à ceux du MCU de par son style graphique et sa bande-son du fabulissime Hans Zimmer. Est-ce que tu me réserves pour la journée, gars? Donc Amazing Spider-Man 2 est sorti en 2014, 2 ans après le premier film Amazing Spider-Man 1, oui bravo. Et tout comme ce premier film, il est réalisé par Mark Webb, le nom correspond totalement, qui est aussi l'auteur du film Les 500 jours ensemble. Alors tout de suite un bref résumé du premier film et du deuxième. Dans le premier film, Spider-Man devient Spider-Man, il combat Bowser et sort avec la magnifique Gwen Stacy, qui a un père chef de police. Malheureusement, ce dernier meurt et fait promettre à Spidey de ne pas mêler Gwen à tout ça. Ils doivent malheureusement rompre et tout le monde il est triste. Dans le deuxième film, un employé maladroit d'Oscorp devient Electro malgré lui. Peter revoit Harry, son vieux pote qui a besoin du sang de Spider-Man pour survivre à sa maladie génétique, mais Peter refuse par pure éthique. Gwen et Peter se remettent ensemble, Peter combat Electro avec l'aide de Gwen, et Harry revient après avoir trouvé un équivalent du sang de Spider-Man qui l'a rendu complètement starbé et tout moche. Il veut faire souffrir Spidey pour son refus, et la meilleure manière, c'est de tuer Gwen. Peter, quand tu disais Spider-Man a refusé, tu voulais dire que tu as refusé. Vous l'aurez compris, la scène analysée est le climax du film, et je vous invite tout de suite à regarder l'extrait du film. S'il vous plaît. Alors tout de suite, la problématique. Pourquoi la mort de Gwen a-t-elle tant d'impact pour Spider-Man et le spectateur ? De tout temps, les hommes essayent de résoudre le problème du temps dans lequel ils passent sans cesse. Ça fait très phrase d'accroche de dissertation de philo, hein. Ça fait 4 heures. Tout ça pour dire que le temps a toujours été un thème très important dans les arts et notamment dans le cinéma, où les œuvres ont une durée limitée dans le temps. Mais alors cette scène, qu'a-t-elle de si spécial avec la notion du temps ? Presque tout en fait. Et pas besoin d'être un génie pour savoir que le temps est une notion importante ici. Suffit de voir la grosse horloge qui sert de terrain de jeu et de lit de mort. Donc cette scène sert de dénouement temporel dans le schéma narratif du film. Le temps était compté pour Harry à cause de sa maladie dont il parvient à la vaincre, entre guillemets. Peux le mouiller. Et aussi pour Gwen qui va devoir partir en Angleterre pour ses études dans très peu. Mais son temps est compté à partir du moment où Bouffon la lâche dans le vide, puisqu'elle meurt. Vous n'avez qu'à mourir tous, on s'en fout, la vie continue. Un dénouement temporel pour le Bouffon, notamment puisque Spider-Man se sert littéralement des rouages du temps pour l'étrangler et le stopper définitivement. Mais bien plus que les enjeux scénaristiques, le temps est aussi utilisé de manière stylistique et sert toute l'action de la scène. Vous l'aurez sans doute remarqué si vous avez vu l'extrait comme je vous l'ai si gentiment demandé. Aussi, comme certains barjots, vous vous souvenez entièrement de la scène après avoir vu le film pour la 121e fois. Que la scène est rapide dans son ensemble et riche en action, ce qui permet un visionnage actif où la concentration des personnages et du spectateur ne voit pas le temps passer. En outre, nous avons deux intrigues à suivre en même temps. Spider-Man qui combat le Bouffon vert et Spider-Man qui essaie de sauver Gwen. Le tout agrémenté par le tic-tac des engrenages qui nous rappelle que le temps passe rapidement. Mais aussi par ces sublimes plans d'action absolument dantesques qui fluidifient le film. Le tout sans forcément tomber dans la facilité et faire une scène tricotée.
Un rythme appuyé par le thème du bouffon vert qui est une succession rapide et répétitive de violons qui accélère la scène tout en lui donnant un ton horrifique et inquiétant. Concernant la chute de Gwen, on peut y relever de nombreux ralentis, entrecoupés de plans à vitesse réelle qui paraissent presque comme accélérés. Une alternance du rythme qui permet de créer un contraste de plusieurs émotions, entre la peur et l'inquiétude dans les plans dits accélérés, car on n'arrive pas à suivre le rythme et que tout peut arriver, et juste après on ressent un soulagement partiel en voyant les plans au ralenti. Soulagement partiel car on a l'impression qu'on va voir une masterclass de la part de Spidey qui va affronter le ralenti et aller plus vite que le temps. Regarde la vitesse, subhanallah la puissance. Mais qu'en même temps on a peur de revoir un plan en vitesse normale. Aussi lorsque l'image enchaîne sur un zoom ralenti de l'œil du tisseur, on peut comprendre une certaine concentration, comme une espèce d'activation du Spider-Sense puissance 1000. On se sent en quelque sorte rassuré malgré tout. On ajoute à ça les musiques très douces et lentes, qui accompagne la scène et on est piégé par le réalisateur qui se moque allègrement de nous lorsque nous tombons des nues en voyant le cadavre inerte de Gwen au sol. J'aimerais aussi revenir sur la lune, qui en plus d'être un élément de décor très joli, cache aussi un symbole par sa présence le long de la scène. En effet, tout comme le soleil, la lune est souvent utilisée par les peuples comme mesure du temps, et est donc par conséquent un symbole du temps lui-même. La lune est alors présente tout le long jusqu'à ce moment. En cachant la lune, Spider-Man arrête le temps. D'où les plans au ralenti. De plus, le temps lors de la scène est arrêté lorsque l'horloge bat son plein. Contrairement au combat entre Bouffon et Spider-Man, où c'était l'horloge qui était arrêtée, mais le combat se passait en temps normal. Démontrant ainsi la force de Spider-Man qui, même dans le temps le plus immédiat, peut se concentrer au maximum et peut agir sans la contrainte du temps. Horloge qui indique à la fin d'ailleurs 1h21, soit 121, le numéro de Amazing Spider-Man dans lequel Gwen Stacy meurt. Dans ma problématique, quand je demande pourquoi la mort de Gwen a tant d'impact, je ne parle pas de la mort de Gwen en tant que telle. Pas juste sa mort, mais tout ce que ça implique. Ses causes, ses conséquences, sa mise en scène, blablabla, tout ça, bref. Tout ça pour dire que cette mort est la résolution de plusieurs dualités symboliques remplies de double sens. Vous avez compris? Non? Dommage, fallait avoir un gros cerveau comme moi. La dualité, le double, a toujours été un thème important pour les super-héros qui doivent jongler entre vie normale et vie de super-héros. Entre Peter Parker et l'homme araignée, entre Gwen étudiante et Gwen bras droit de Spider-Man, entre Harry Osborn et Bouffon vert, ce qui mène à la dualité la plus importante qui est celle de Peter, qui n'a que deux options. Sauver Gwen et laisser Harry, ou laisser mourir Gwen et faire un sale boulot à Harry. Il n'y a pas d'autre possibilité pour lui. Mais aussi concernant les personnages et leur design, qui cachent un sens double. Comme Spider-Man, qui arbore un costume orné de bleu, couleur qui représente la fidélité, comme Peter a été fidèle envers Gwen même après leur rupture. Certes, en l'espionnant un peu, mais bon, Oh oui, oh. Mais surtout, et vous l'avez remarqué, son costume est rouge vif. Un gros symbole de passion donc, qui à la fin de la scène, avec la lumière et la colorimétrie du film, tourne au rouge foncé, couleur du sang, comme si Peter avait tellement de sang sur les mains que ça a dépeint sur tout son être. Les deux autres protagonistes ont aussi une signification très intéressante. Oui. Alors Gwen et le Bouffon partagent ici une chose en commun, ils portent tous deux du vert, couleur qui symbolise le hasard. Sauf que je ne vois pas de rapport donc je vais trouver autre chose. Ah oui, voilà, le vert est la seule couleur qui symbolise à la fois la mort et la vie. Je vous mets en description un article de la BBC si vous ne me croyez pas. Et je pense que Gwen et Harry partagent tous deux une part de mort et de vie. Pour le Bouffon, la mort lui convient bien, puisqu'il souffre d'une maladie mortelle, mais aussi parce qu'il cause la mort de Gwen en la tuant. Sa part de vie par contre réside dans le fait qu'il survive à la scène, contrairement à Gwen. Pour Gwen, son côté mort s'illustre par sa mort.
Mais son côté vivant, lui, est plus fort puisque son existence fait tout simplement vivre Peter et Spider-Man grâce à l'amour que ce dernier lui porte. D'ailleurs, après que Gwen soit tué, l'homme araigné cessera d'agir pendant plusieurs mois au vu de la disparition de sa raison de vivre. Un élément de décor est tout aussi double et j'en ai déjà parlé, la lune. Outre sa représentation du temps, la lune représente aussi les fesses et notamment celle de Gwen et... La lune représente aussi la féminité dans beaucoup de mythes. Dans la mythologie grecque, Hécate, Sélénée et Artémis sont les déesses de la triade lunaire. Rien que ça. Quoi de plus normal donc de retrouver la lune aux côtés de Spider-Man. Lune qui va d'ailleurs disparaître à ce même plan. Prolepse de la disparition de Gwen dans ce monde. Non, prolepse, ne cherche pas prolapse. Bon. Et que Peter essaie même de décrocher la lune pour sa bien-aimée. Ce qui le propulse, lui et Gwen, tout en haut, au sommet, pour finir tout en bas. Les deux faces d'une même pièce, le sommet amoureux passionnel et le fond de l'horreur émotionnelle. Cette même tour, en plus d'être symbole de la force amoureuse de Spider-Man, est aussi une anticipation quant au sort de Bouffon. Quand Spider-Man encercle la tour avec ses toiles pour poursuivre le Bouffon, on peut remarquer un parallèle avec la façon dont il bat son ennemi, en encerclant sa gorge de sa toile. Pour finir, j'aimerais parler de la chute mortelle de Gwen qui semble presque infinie. C'est vrai quoi, la tour semble faire 100 mètres de haut à peine, et si on assiste à la scène de l'extérieur, sans savoir ce qu'il se trame à l'intérieur, il y aurait de quoi se poser des questions. Mais nous, on sait, et malgré tout, la chute semble longue. D'abord grâce à un jeu de hauteur qui plombe la scène. Déjà, la scène se passe dans une grande tour verticale, ce qui accroît la sensation de grandeur. Par exemple, si Gwen avait été jetée dans le vide, comme ça, sans décor, l'effet aurait été différent. Mais aussi grâce à la présence de la lune, oui, encore elle, qui semble toute proche de la scène et perturbe donc l'échelle de la tour. Nous pouvons aussi souligner que le jeu de hauteur se joue dès le début de la scène, avant même qu'il ne monte la tour grâce aux pylônes électriques de très grande taille qui occupent toute la place, ce qui peut s'apparenter à un cimetière de géants. Et oui, encore une anticipation de la mort d'un des personnages, tout comme dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, où le duel final se passe dans un gigantesque cimetière, comme pour dire que l'un des personnages va finir dedans. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Le film nous partage aussi cette sensation de hauteur avant que les deux tombent dans la tour avec ce plan large où les protagonistes sont minuscules dans l'image, avant de faire une chute qui va durer 2 minutes 24. Je sais pas si vous êtes déjà tombé, mais 2 minutes 24 en tombant, c'est long. Tellement long que l'horloge le fait ressentir en passant plusieurs heures d'un coup. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, Gwen subit plusieurs chutes avant de mourir. Bref, on a l'impression que la scène ne va jamais se terminer. On ajoute à ça qu'on ne voit jamais le fond de la tour, qui est dissipé par du brouillard, qu'on voit toujours des trucs tomber sans les voir atterrir, comme ici lorsque Harry se fait poutrer comme dans Spider-Man 3. Et qu'il fait tomber des rouages qui restent toujours dans le plan de Gwen. Et on a l'impression qu'on tombe dans l'infini. Ah oui, TW Vertige, j'ai oublié de le dire, bon bah c'est un peu trop tard, mais puisque j'ai fini. Voilà. Après fine analyse, je peux dire que cette scène m'a vraiment surpris tant elle est riche, et c'est cette sensation que je veux vous donner. Surtout que le film, comme certains le savent déjà, a été très remanié et retravaillé, et certains appellent à release the web cut, en écho au mouvement release the Snyder cut. Ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch. Mais néanmoins, ce n'est pas pour autant que le film est dénué de sens et de logique artistique. Et je viens de le prouver. Ici, on retrouve une scène qui impacte grandement le spectateur, notamment à travers la mise en scène de la mort de Gwen, grâce à de nombreuses astuces temporelles qui cachent une signification. Significations qui peuvent se révéler doubles, et ainsi offrir plusieurs sens de lecture, dont un où la place de Spider-Man grandement renforcée, et où on se sent plus proche de lui et de ce qu'il ressent, non seulement pour Gwen, mais aussi pour Harry, son ami d'enfance qui a sombré malgré lui. En bref, ici, Peter a tout perdu.
plus tôt, il perdait Electro, ou du moins l'occasion de le sauver. Ici, il perd son ami d'enfance, qui avait fini par devenir son seul ami, ainsi que sa copine, sa raison de vivre et la promesse de la protéger. Peter finit par tout perdre, et New York perd Spider-Man. Mais n'oubliez pas que les héros reviennent toujours, car On peut TikToker, mais pour devenir toqué, poto. un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.